Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que le son a bugué avec le micro. Je suis arrivé tôt au coworking pour pas être embêté par les travaux. Mais là, deuxième fois que je fais la vidéo et forcément, les travaux ont commencé. J'espère que ça ne sera pas trop embêtant pour vous et que ça sera quand même quali niveau son. Je vais faire en sorte que ce soit le cas. En tout cas, si vraiment il y a beaucoup de bruit, je mettrai en pause et je reprendrai après. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une question-réponse. Comme toutes les semaines, je vous poste une story avec un sticker de questions où vous pouvez soit poser votre question par rapport à la réhab en FA, soit m'expliquer par rapport à un peu vos douleurs et potentiellement que je puisse vous apporter quelques éléments de réponse au niveau de ce que vous pouvez mettre en place. Ça ne remplacera jamais toute une consultation, forcément, mais au moins déjà, si je peux vous apporter quelques pistes qui puissent vous aider et vous amener vers la bonne direction, ben, ça ne peut être que positif pour vous. D'accord. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage vraiment à tous les gens, soit qui regardent cette vidéo, soit qui ont posé des questions, à bosser avec moi. Je vous encourage de tout cœur à bosser avec moi parce que si déjà avec 3 lignes de vos infos et ce que je peux vous apporter en termes de pistes et d'infos par rapport à ce que j'ai comme contexte avec que ça peut potentiellement déjà vous aider. Imaginez si on peut prendre toute une consultation où vraiment je vais prendre le temps de comprendre comment sont survenues ces douleurs. Je vais pouvoir vous tester par rapport à ce qui vous fait mal, ce qui vous fait pas mal, s'intéresser à l'aspect mobilité, etc. Plein d'autres choses qu'on va tester pour vraiment comprendre ce qui pose problème et que pour que vous puissiez surtout repartir avec des éléments, des exercices, des consignes précises sur ce qu'il va falloir mettre en place à l'entraînement et mettre en place en réhab avec des exos très concrets qui vont vous permettre pour le coup de vraiment vous soigner de A à Z. Donc vous allez être complètement guidé sur ça. D'accord. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder le site en lien sur ma bio Insta où vous trouverez toutes les informations concernant les consultations et potentiellement les suivis. Vous n'êtes pas obligé de prendre un suivi, mais vraiment je considère que la base reste la consultation. Surtout si vous êtes limité en termes de budget, c'est ce qui peut très bien marcher pour vous. Avec juste une consultation et la mise en place des exercices qu'on va voir, vous pouvez très bien déjà avoir des énormes résultats au niveau de la réhab. Il y a beaucoup d'athlètes avec qui j'ai bossé comme ça. On s'est adapté un peu plus à l'aspect budget et malgré ça, il y a eu des très très bons résultats. On attaque avec le question-réponse. Je vais essayer de tout faire en une vidéo. Il y avait énormément de questions, comme vous voyez. Si jamais je vois que il y a trop de temps sur la vidéo, que ça dure trop longtemps, pardon, je couperai en deux. D'accord. Donc voilà, on attaque. Donc première question de Guitar Hero. Incroyable nom, le pseudo. Conflit de hanche est égal à opération obligatoire ou de la kiné peut le traiter correctement. Merci. Donc, première réponse. La kiné peut le traiter correctement. Oui. Donc, c'est tout à fait possible de soigner complètement d'un conflit de hanche avec de la kiné. Là où il y a le petit problème, c'est que ça dépend de ce que tu fais en kiné. C'est-à-dire qu'en gros, en général, pour un conflit de hanche, si tu vois un médecin du sport ou même de ce qui est recommandé, on va te conseiller d'abord de mettre en place un traitement conservateur, c'est-à-dire de la kiné, de faire de la rééducation. Et si on voit qu'au bout de X semaines, X mois, ça ne marche pas, là, la question de l'opération se pose. Le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, si ça ne marche pas, dans la plupart des cas, c'est qu'il n'y a pas les choses qui ont été bien faites en kiné ou qu'il n'y a pas eu les solutions les plus pertinentes qui ont été mises en place ou que de ton côté, il n'y a pas eu les adaptations nécessaires à l'entraînement et la régularité sur les exercices de réhab. D'accord. Normalement, si tu fais de la kiné et c'est vraiment quelque chose qui est bien réfléchi et quelque chose de précis par rapport à ton sport et que la personne a bien compris ce qui posait problème chez toi et qui t'a donné les exercices qu'il fallait, ça devrait très bien marcher. Sauf cas très complexe au niveau du conflit de hanche où vraiment il y a un stade de pathologie qui est trop avancé et même malgré ça, tu devrais avoir des résultats avec de la kiné. D'accord. En termes d'amélioration, peut-être ça prendra un peu plus de temps, mais tu devrais avoir des résultats et en mettant en place suffisamment longtemps, ça devrait marcher. D'accord. Je dis ça parce que forcément, si tu fais de la kiné, ça ne marche pas et qu'à la fin du traitement, tu fais opérer alors qu'en soi, tu aurais pu juste faire une meilleure éducation, c'est dommage de devoir subir une opération pour ça. Donc voilà, vraiment, moi, je t'encourage si tu as déjà fait de la kiné, à voir s'il y a quelque chose de plus pertinent que tu peux mettre en place. Moi, par exemple, je vais t'expliquer le cas de Diane, une de mes anciennes patientes, qui avait un conflit de hanche depuis 4 ans. 4 ans
ou même plus, je pense qu'elle m'a dit, mais au moins 4 ans, ça je suis sûr, avec un conflit de hanche. Donc je te dis que de la kiné, elle en avait fait. Elle en avait fait, mais voilà, elle était passée un peu partout, par des kinés qui ne lui avaient pas du tout apporté des solutions pertinentes. Elle voulait éviter l'opération à tout prix, ce qui se comprend, c'est normal. Des kinés qui avaient mis en place des solutions pertinentes, mais qui peut-être à un moment donné de sa vie ou par rapport à comment a été formulée la rééducation, elle n'a pas pu le tenir de façon régulière suffisamment longtemps. Et du coup, forcément, elle traînait ses douleurs, ça revenait. Et vraiment, ça faisait 4 ans du coup qu'elle souffrait. Au bout de 1-2 mois de réhab, on a déjà eu des résultats très corrects en termes d'amélioration de la douleur dans le quotidien, en termes d'amélioration de la douleur à l'entraînement. C'était pas toujours 100% au squat, c'est-à-dire qu'elle avait parfois encore des problèmes d'amplitude. Au bout de 5 mois, plus aucun problème d'amplitude, ou presque aucun. Elle n'a jamais eu des ressentis comme ça au squat. Elle n'a jamais pu autant engager ses hanches en arrière au squat. Donc c'est incroyable de vraiment régler une problématique de plus de 4 ans en 5 mois. Ça vous montre qu'en mettant en place les solutions pertinentes de façon assez régulière et d'être patient et continuer à mettre en place ça, une fois on commence à avoir quelques résultats, on peut très bien passer à côté de l'opération. Donc, alors que de base, si on a juste le contexte, ça fait 4 ans qu'elle a un conflit de hanche, la kiné n'a pas marché, on lui dirait fais-toi opérer. Alors que non, c'est juste qu'elle n'a pas encore mis les choses pertinentes en place en kiné de façon assez régulière et de façon assez prolongée. Il suffit juste de ça. On va enchaîner sur une deuxième question pour le conflit de hanche, parce que c'était la dernière que j'ai vue tout à l'heure. Donc Eddie qui nous demande conflit de hanche aussi. Tout mouvement de rotation interne ou flexion de hanche provoque des douleurs le lendemain. C'est le problème, c'est qu'en même temps, pour un conflit de hanche, le but, ça va être d'amener vers du gain de rotation interne, surtout rotation interne plus flexion. Mais en même temps, si vous êtes sur une phase plutôt sensible du conflit de hanche, c'est ce qui va vous faire mal. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des exercices. 3 exercices pour ton conflit de hanche. Non, parce que pour quelqu'un, le gain en rotation interne et flexion va lui faire énormément du bien. Et pour quelqu'un d'autre, s'il est en phase sensible, ça va relancer ses douleurs. Donc, a priori, moi, ce que j'aime travailler avant ça, c'est tout ce qui est glissement postérieur au niveau de la hanche, mobilisation du bassin, voire du dos si besoin. Et travailler pas mal en appui et en chaîne fermée. À ce niveau-là, ça marche très très bien pour mieux tolérer derrière ce travail en rotation interne et flexion. D'accord ? C'est-à-dire que ce même exercice, si on met en place avant un travail préalable de mobilisation de hanche, même d'activation musculaire, va pouvoir être mieux encaissé que si vous n'aviez rien fait avant. D'accord ? C'est pour ça que je vous encourage à vraiment prendre une consultation et prendre quelque chose, un suivi, une consultation. Forcément, je vous encourage à prendre avec moi, on ne va pas se mentir. Parce que vous allez avoir vraiment une routine d'exercice de A à Z, des choses pertinentes qui vont être adaptées à votre contexte. C'est-à-dire que si toi, tu es sur une phase où si on te lance directement sur de la flexion, rotation interne, ça va te faire mal, ça veut dire qu'il faut faire du travail avant. Donc, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il faut mettre en place avant, quels sont les exercices qui vont te permettre de mieux tolérer ce gain en flexion, rotation interne pour que tu n'aies pas des douleurs pendant ou le lendemain. D'accord ? Donc voilà. Mais en même temps, c'est ça qu'il va falloir gagner à un moment donné. Donc, c'est juste qu'il faut t'y amener de la bonne façon. Donc, prochaine question. As-tu des formations en plus de kiné pour être spécialisé en réhab, en FA ? Non. Oui et non. Dans le sens où il n'y a pas de formation spécifique pour se spécialiser en réhab, en FA. Il y a des séminaires, on va parler tout à l'heure. Mais moi, comment je me suis spécialisé en FA ? J'ai eu mon cursus de kiné classique. J'ai ensuite fait une formation de 1 an en kiné du sport, où là, on voit les pathologies du sport, mais c'est plus axé foot, rugby, sport avec changement de direction, etc. Il y a très peu de sports de force dedans, mais avec cette formation et les recherches perso que j'avais fait à côté, j'ai déjà eu énormément de background sur le développement des qualités, mobilité, force, hypertrophie, etc. Un peu plus de compréhension sur les pathologies en général. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de vraiment développer un raisonnement clinique où, à partir de ces infos-là que je connais, je puisse l'appliquer à n'importe quel sport. C'est-à-dire que
au lieu de me dire, au lieu de me donner une formation en disant tiens, les pathologies en force athlétique, c'est ça, et du coup, il faut travailler ça, j'ai appris les principes qui peuvent s'appliquer à tous les sports et j'ai juste à analyser les mouvements et les demandes que demande la force athlétique et me dire, OK, ben, par rapport au type de mouvement, le type de pathologie, ça peut être ça, le type de tissu qui peut souffrir, ça va être ça, parce qu'il y a tel élément qui va être mis en contrainte. Et donc, moi, les athlètes, il faut que je les prépare à ça et que j'améliore X capacité de mon athlète. Si je travaillais là, je pourrais très bien changer de sport et aller dans le foot. Au début, je devrais faire un peu plus d'efforts au niveau intellectuel, mais je ferais exactement la même chose. Je me dirais, par rapport au type de sport, ben, il y a tel ou tel type de blessure qui est plus ou moins prévalente, plus ou moins fréquente. Les demandes du sport, le type de mouvement met de la contrainte sur ces tissus, ces tissus, ces tissus. Donc, mon athlète, à un moment donné, il faut que je le prépare à ça, ça et ça. Ça sera des choses différentes qu'en force athlétique, mais les principes, c'est exactement les mêmes. D'accord. Donc, voilà un peu, moi, comment je me suis spécialisé en force athlétique à partir des connaissances de base qui peuvent s'appliquer à n'importe quel sport et essayer de vraiment les appliquer à fond et réfléchir en force athlétique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps et quelle connaissance de où je dois piocher parmi tout mon panel de connaissances, qui n'est pas non plus infini, hein, mais je pense que vous avez compris le délire. Et du coup, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comprendre qu'est-ce qui peut survenir dans mon corps avec ce type-là de mouvement. Sinon, vous avez des séminaires aussi. Donc, il y a les miens, j'ai déjà fait une première session à Toulouse en mai où on était 15, surtout des kinés, mais aussi il y avait un ou deux coachs, où tout le monde était super content. Franchement, je suis très content du travail qu'on a fait en séminaire. Parce que tout le monde est parti satisfait par rapport aux connaissances, par rapport au raisonnement surtout qu'on a vu et par rapport aux éléments qu'on a pu aborder. Donc ça, c'était très cool. J'aimerais bien faire une deuxième session parce qu'il y a eu des très bons retours des participants. Sinon, je ne ferai pas de deuxième session. Mais il y a eu des très bons retours. Donc j'aimerais bien faire une deuxième session courant fin 2024, début 2025. Si jamais il y a des coachs, kinés ou même athlètes, mais si vous êtes athlète, il faut avoir un peu de background quand même par rapport à s'intéresser, pas en réhab, mais au moins en anatomie, au moins sur la fonction musculaire, sur savoir comment bouge un peu le corps. Il faut avoir quelques connaissances à ce niveau-là de base. Il y a beaucoup de rappels sur le séminaire, des rappels de base, et après on développe plus la partie spécifique force athlétique et réhab. D'accord. Mais si vous êtes kiné ou coach et que vous voulez développer vos connaissances en réhab, en FA, je vous invite vraiment à participer au séminaire. Il y a aussi le séminaire de Alexis, Flo et Vic, qui est intéressant, très intéressant, je l'ai fait aussi. Et moi, précisément, j'ai essayé de construire un séminaire qui soit complémentaire à celui-là, où on ne voit pas les mêmes choses, parce que je ne voulais pas que les athlètes qui aient fait mon séminaire ne puissent pas faire celui de Flo, Vic et Alexis, parce que ça serait dommage. Et au contraire, les athlètes qui ont déjà fait l'autre, ils ne puissent pas faire le mien, ou qu'ils viennent au mien et ce soit exactement les mêmes choses. D'accord. Donc, j'ai fait exprès. Déjà pour me différencier, de base, je ne voulais pas faire la même chose. Et surtout pour que ce soit complémentaire pour les participants et qu'ils puissent faire les deux et piocher et apprendre des choses sur les deux. Donc je vous invite vraiment à faire autant le mien comme celui avec Alexis, Flo et Vic. Les deux sont très bien. Bon, le mien, je peux vous le dire, je suis très content du séminaire que j'ai fait et j'ai mis beaucoup de travail derrière. Et vraiment, je vous donne tout en un week-end, tout ce que j'ai en termes de connaissances, de raisonnement, je vous donne tout. Et après, à vous forcément de mettre en place de votre côté, d'avoir le raisonnement, la réflexion, etc. On va speeder parce que là, ça fait déjà 13 minutes. Donc, en parlant de kiné, Ben, qui est kiné aussi et qui fait de la FA, LMA grand dorsal, carré des lombes, douleur majoritairement en rotation. Donc, du coup, LMA, lésion musculaire, myoaponévrotique, plus précisément, mais lésion musculaire. Donc, grand dorsal, j'imagine que c'est plus sur la fonction au niveau du dos et carré des lombes. Donc, pour toutes les lésions musculaires, la base pour se soigner, ça va être de mettre de la contrainte. D'accord. Les tissus vont cicatriser et vont soigner et vont petit à petit gagner aussi en fonction, en force, en se laissant déformer dans une certaine amplitude. Mais tout ça, ça va être via de la contrainte, donc de l'exercice. Donc, il va falloir bien cibler ces muscles-là sur les exercices qu'on va faire et il va falloir les travailler sous des modalités qu'on va pouvoir encaisser en termes de douleur. C'est-à-dire que, par exemple d'exercice, du side bend aux haltères, au GHD, en iso ou en dynamique, peu importe, ou du travail en anti-rotation ou en rotation.
d'ailleurs. Donc, du pal of press en dynamique, des wood chop, j'appelle ça. Donc c'est tout simplement en dynamique et en tournant avec une poulie. Du GHD en side twist, donc du travail de rotation aussi. Du travail au landmine avec les obliques, tout ça, ça peut être pas mal. À voir si on le fait en ISO, en tempo, en fonction de ce qui peut être bien toléré en termes de douleur, en limitant l'amplitude au début, en limitant la charge au début. Et le but, c'est de progresser sur ces différents paramètres tout au long de la rééducation. Mais en tout cas, il va falloir mettre de la contrainte. Regardez, je vous ai préparé ici une petite photo, ce qui se passe sur une lésion musculaire. Donc ça, c'est l'état de votre muscle avant la lésion. Quand il y a la lésion, il y a tout qui est super désorganisé, il y a forcément eu la lésion. Et forcément, si vous n'avez pas de la contrainte, c'est-à-dire si vous vous reposez complètement pendant 2-3 semaines, il y a la cicatrisation qui va se produire. Mais quelle cicatrisation? C'est-à-dire que votre muscle, il va ressembler à ça. Il y a une cicatrice dégueulasse qui va se former et après, votre muscle, il ne va pas bien cicatriser entre les différentes fibres. Il va y avoir du tissu fibreux qui ne va pas permettre au muscle de bien faire sa fonction. Donc, en gros, vous allez cicatriser, mais vous allez être moins fort qu'avant et votre muscle ne va pas pouvoir faire son rôle. D'accord? Alors que si vous avez une bonne réhab et que dès le début, dès les 2-3 jours, vous commencez à mettre de la contrainte de façon adaptée et que vous faites évoluer cette contrainte à l'état de cicatrisation de vos tissus, ben vous pouvez vous retrouver à un état de base avec peut-être une petite cicatrice, mais rien de très grave, qui vous permettent vraiment de retrouver vos capacités au niveau musculaire, voire encore plus. D'accord? Donc, super important pour une lésion musculaire de ne pas se reposer. Il faut adapter l'entraînement, mais ne pas se reposer complètement. Il y avait 2 questions de Jasser. Es-tu spécialisé dans les douleurs haut du dos, possiblement liées aux épaules en avant? Donc, c'est ce que je disais la première fois où j'ai fait la vidéo. Ça dépend de ce que tu sous-entends par spécialisé. C'est-à-dire que je ne travaille pas particulièrement avec des pratiquants qui ont des douleurs que au haut du dos ou autre. Mais c'est une problématique que je peux comprendre, que je peux analyser et que je peux aller chercher les différents facteurs qui peuvent contribuer à ces douleurs en haut du dos. Je ne pense pas que le fait d'avoir les épaules en avant soit le facteur principal. Il y a sûrement d'autres choses. C'est pour ça que lors du bilan, c'est intéressant parce qu'on peut s'intéresser à ton contexte, à ton travail, à tes niveaux d'activité physique. Est-ce que tu travailles assis toute la journée? Est-ce que, par exemple, tu ne travailles jamais ta capacité à aller en flexion, en extension, en inclinaison, en rotation? Peut-être qu'il y a ça déjà qu'on peut améliorer avant de parler d'épaule en avant ou épaule en arrière. D'accord? Et en effet, après, on peut s'intéresser à la fonction de l'épaule pour voir si il y a des difficultés à ce niveau-là ou des qualités particulières à travailler. Donc, je ne suis pas spécialisé dans le sens où je travaille pour des pratiquants qui ont mal en haut du dos parce qu'ils ont les épaules en avant, mais je peux très bien comprendre ce type-là de problématique et aller chercher les infos qu'il me faut pour mettre en place des solutions pertinentes. Et du coup, la deuxième question, c'était « Merci pour ta vidéo sur le pontage. Cela m'a permis de réduire mes douleurs en haut du dos. » Donc, je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais tant mieux si ça a déjà soulagé un peu ces douleurs. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on a amélioré ton pontage que tes épaules sont moins en avant. Et pourtant, ça va déjà mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à explorer de ce côté-là. Voilà. Question d'Amandine, donc en 3 parties. Coucou, j'ai mal tout en bas du dos, principalement à gauche. Ça me prend toute la hanche, plus pointe douloureuse dans la fesse. Pas de descente dans la jambe. Douleur gênante surtout au terre, sumo. Pas de souci au squat. Merci. Alors, très compliqué de dire ce que c'est, forcément. Mais déjà, je n'irai pas travailler que le dos. Je n'irai pas travailler que le dos parce que si le problème c'était que le dos ou ta tolérance à la flexion, tu aurais peut-être des douleurs aussi au squat. Or, il n'y a aucun souci au squat. Donc, je m'intéresserai déjà à voir s'il n'y a pas de douleurs nerveuses. Même si tu me dis qu'il n'y a pas d'irradiation dans la jambe, ça peut être des douleurs nerveuses, des douleurs projetées. Je m'intéresserai aussi à tes hanches parce que la douleur se déclenche en position sumo. Et du coup, ce n'est pas la position la plus favorable des hanches si on a très peu de capacité à ce niveau-là pour appliquer de la force. Et peut-être que du coup, ton dos prend un peu cher parce qu'il n'y a pas une bonne transmission de force au niveau de la hanche. C'est une hypothèse. Ça se trouve, c'est juste ton dos qui a du mal à encaisser la position du sumo et à appliquer de la force à ce niveau-là. Et du coup, il y a trop de contraintes au niveau du dos par rapport à ce qu'il peut faire. Donc, très compliqué d'apporter une réponse dans ce niveau-là, mais je ne resterai pas sur simplement des exercices de mobilisation au niveau du dos, si c'est ce qui est fait pour l'instant. J'ai regardé l'aspect nerveux, l'aspect hanche et l'aspect dos dans la position spécifique au sumo. C'est ce que j'ai regardé. Après, je ne peux pas regarder pour le coup, parce que pas de consultation, pas de bilan, mais c'est ce que j'irai explorer lors du bilan.
Griffon SBD qui nous demande, donc c'était en 2 parties aussi, existe-t-il vraiment des blessures au genou qui empêchent totalement de resquatter à terme? Donc, ou est-ce que c'est toujours réparable? Dans 99,99999% des cas, c'est réparable. D'accord? C'est vraiment dans des cas très précis, dans des pathologies très graves où vraiment il y a eu d'énormes dommages au niveau articulaire, même tendineux, il y a du potentiel de cicatrisation. Tu vas pouvoir resquatter. Même si tu t'es fait les croisés, tu vas pouvoir resquatter. Même si tu as une tendinopathie depuis des années, tu as un tendon dégueulasse à l'imagerie, tu vas pouvoir resquatter. D'accord? C'est juste que forcément, plus c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps et qui est chronique, plus la réhab risque de durer. Mais encore une fois, c'est comme le cas de Diane. Pour le conflit de hanche, si je n'avais pas récupéré Diane au bout de 4 ans, peut-être la réhab aurait duré 2, maximum 3 mois. Dans son cas, elle a duré 5 mois parce qu'on avait besoin de plus de temps d'adaptation à ce niveau-là, tout simplement. Mais on s'en est quand même sorti. Donc, c'est la même chose pour toi. Si c'est quelque chose qui traîne depuis un moment, tu vas pouvoir te soigner. Ça va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps. Mais si tu as la patience et la régularité et tu es encadré par la bonne personne, tu vas pouvoir te soigner à ce niveau-là. D'accord ? De toute façon, si c'est un bon professionnel de santé et il voit qu'il n'y a aucun potentiel de cicatrisation ou autre, il va te le dire, peut-être pas dès le début parce qu'il va quand même vouloir essayer de mettre en place des choses, mais il va te le dire assez vite quand il va voir qu'il n'y a aucune avancée dans la réhab. Donc, il va être complètement honnête avec toi. D'accord ? Mais en général, un bon professionnel de santé, il va tout mettre en place pour que tu te soignes et il ne va pas te lâcher. Enfin, moi, c'est le cas. Je ne lâche un pouce. Je ne lâche pas mes patients. Vraiment, si je vois qu'il y a encore des choses qu'on peut essayer, qu'il y a encore des choses qu'on peut adapter, je ne vais pas vous lâcher parce que vraiment, je veux que vous soyez. Je pense que je vais couper. Je vais faire une deuxième partie. Donc, pour le reste des questions, vous pouvez aller voir sur la deuxième partie. Si d'ailleurs la vidéo a été utile pour toi et tu penses qu'elle peut être utile pour quelqu'un que tu connais, s'il y a une de ces questions dans laquelle tu reconnais un ami à toi de la salle qui t'a dit j'ai un conflit de hanche, je ne sais pas quoi faire, je me le traîne depuis un moment, ou j'ai des douleurs au niveau du genou, ou est-ce que je dois arrêter de squatter, tu peux tout simplement lui envoyer la vidéo, même s'il n'y a aucune question dans laquelle il se reconnaît, peut-être que, sûrement d'ailleurs, dans ma chaîne, il trouvera des vidéos qui puissent être adaptées à sa problématique. Donc, s'il ne connaît pas encore ma chaîne, tu peux lui en parler. C'est ce qui permet aussi de faire grandir la chaîne, de produire des meilleures vidéos, plus de vidéos et des vidéos de meilleure qualité tout simplement, du meilleur contenu pour vous aider avec vos douleurs et avec vos blessures. Allez, je pars sur la partie 2.